Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais changer de sujet, je vais faire des podcasts sur des rapports de l'ANSSI et du CIRT. Donc si ça vous plaît, je pourrais en faire des nouveaux, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc là, ce qu'on va voir, c'est un rapport qui date du 28 novembre 2024, c'est la version 1 et on a 21 pages. Alors ceci va être fait sûrement en plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on va voir le secteur de l'eau, état de la menace informatique. Synthèse. En 2024, le secteur de l'eau fait l'objet d'une attention particulière par des attaquants informatiques aux motivations et aux profils hétérogènes. Si le secteur est critique par essence à la fois pour la population et les industries, l'importance portée à la qualité de l'eau de la Seine dans le contexte des Jeux olympiques et paralympiques 2024 a accentué son exposition à plusieurs reprises au cours de l'année. Des groupes activistes pro-russes ont ciblé des infrastructures du secteur dans un objectif de médiatisation et de fragilisation des pouvoirs publics. Le secteur est la cible de différents types d'acteurs malveillants qui cherchent à exploiter plusieurs faiblesses telles que l'héritage d'installations anciennes, le dispersement géographique des sites ou le faible budget alloué à la sécurisation. Il y a l'hétérogénéité des opérateurs en termes de statut, de taille, d'organisation et de maturité de la sécurité des systèmes informatiques constituent également des opportunités d'action pour les attaquants. Les nombreuses compromissions d'interface homme-machine exposées sur Internet, parfois sans authentification, illustre le manque de prise en compte de la sécurité informatique, en particulier par les acteurs de petite taille. De plus, l'emploi généralisé de la télégestion et le passage à l'industrie 4.1, donc qu'on appelle l'industrie 4.1, c'est les usines sont équipées de capteurs avancés, de logiciels intégrés et de robotique pour analyser les données et ainsi améliorer la prise de décision, l'efficacité et la réactivité vis-à-vis des clients. Notamment pour la maîtrise de fuites, ont entraîné des évolutions rapides dans les SI, donc les systèmes d'information. Parfois insuffisantes, parfois insuffisamment sécurisées, augmentant ainsi la surface d'attaque. Si ces différentes faiblesses sont des cibles faciles pour les attaquants, le risque de compromisation par la chaîne d'approvisionnement demeure aussi un enjeu important qui doit être pris en compte par les organisations dans le cadre de leurs relations avec leurs partenaires, fournisseurs et prestataires. Entre janvier 2021 et août 2024, 46 entités du secteur de la gestion de l'eau ont été touchées par un événement de sécurité. Qu'on appelle événement de sécurité, c'est événement porté à la connaissance de l'ANSSI et ayant donné lieu à un traitement d'origine informatique traité par l'ANSSI. Parmi ces 12 sont des opérateurs régulés. Alors qu'on appelle opérateurs régulés, ces entités peuvent être des organisations importantes vitales. Donc par raccourci, on appelle ça des OIV, identifiés par l'État comme ayant des activités indispensables à la survie de la nation ou dangereuses pour la population. Ou des opérateurs de services essentiels, donc OSE, tributaires des réseaux ou systèmes d'information qui fournissent un service essentiel dont l'interruption aurait un impact significatif sur le fonctionnement de l'économie de la société. Alors, ces 12 entités, ça représente 34% des événements de sécurité traités et 7 ont fait l'objet de multiples événements de sécurité sur la période étudiée. Au-delà des campagnes de déstabilisation, la menace cybercriminelle qui poursuit des objectifs lucratifs reste la menace la plus importante. Le faible niveau de sécurité permet à des attaquants de compromettre des systèmes informatisés à travers différents vecteurs. Sur 28 compromissions signalées à l'ANSSI, donc les compromissions ce sont des accidents de sécurité, c'est-à-dire des événements de sécurité pour lesquels l'ANSSI confirme qu'un acteur malveillant a conduit des actions avec succès sur le système d'information de la victime. 8 ont mené au déploiement d'un rançon logiciel. L'espionnage et le positionnement stratégique sur les systèmes informatisés en vue de mener des actions ultérieures sont également des menaces qui visent ce secteur et peuvent s'inscrire dans le cadre d'une campagne plus globale de ciblage de secteurs stratégiques comme l'énergie. Alors, ces attaques ont lieu particulièrement dans les zones de forte tension, notamment en mer de Chine méridionale. Enfin, le sabotage d'entités du secteur de l'eau est opéré par des modes opératoires réputés étatiques reste aujourd'hui à la marge et restreint aux zones de conflit. Donc là, on a le 1 avant-propos
Et 1.1, là on va voir le scope, donc le périmètre. Alors cet état de la menace traite le petit cycle de l'eau, c'est-à-dire les prélèvements de l'eau brute à la potabilisation, le stockage, la distribution, la collecte des eaux usées et des eaux de pluie, l'assainissement et enfin le rejet en milieu naturel. 2 tiers de l'eau prélevée pour la potálisation provient des nappes souterraines et 1 tiers d'eau de la surface telles que les rivières, des fleuves, de lacs sont prélevés en amont et en agglomération. Alors, ce rapport-là, il concerne la France évidemment. Alors, le prélèvement d'eau douce, petit 5 là, provient majoritairement des eaux de surface pour d'autres usages, comme les usages agricoles, industriels, l'alimentation des canaux et le refroidissement des centrales électriques. Les acteurs liés à ces derniers tiers, pouvant être apparentés au secteur fluvial, ne seront pas traités comme appartenant au petit cycle de l'eau. Les barrages fluviaux ou hydroélectriques sont également exclus du périmètre, et en effet cette étude ne couvre pas les problématiques et la spécificité de ces équipements et de leur ciblage, même si certaines opérations notables sont mentionnées à titre illustratif au sein du rapport. Si la période étudiée s'étend de janvier 2021 à août 2024, les exemples récents sont privilégiés. 1.2. Donc là, on a la méthodologie. Donc ce document reflète la connaissance actuelle de l'ANSSI sur l'état de la menace informatique pesant sur le secteur de l'eau. Il s'appuie sur des accidents traités par l'ANSSI, des rapports officiels du gouvernement, des exploitants, d'éditeurs de sécurité, ainsi que des informations pertinentes et vues des sources ouvertes. Les éléments présentés dans cet état de la menace ne sont pas exhaustifs. Les menaces informatiques se définissent par des capacités au service d'intention cherchant à saisir des opportunités pour agir. Donc là, on a une petite liste. Donc on a les capacités qui sont constituées des techniques, tactiques et procédures qu'on appelle TTP, d'outils malveillants, d'infrastructures, d'attaques, de ressources humaines, financières et techniques qui dépendent du profil des attaquants. On a l'intention qui concerne l'objectif poursuivi de l'attaque ciblant le secteur ou la victime objet, de l'étude et de ses fins. Donc ça peut être les gains financiers, l'espionnage, la déstabilisation et le prépositionnement. Et on a aussi les menaces par les opportunités d'agir qui peuvent être contextuelles, donc évolution du contexte géopolitique, appel d'offres, opération de fusion-acquisition ou technique, exploitation d'une vulnérabilité, accès au système d'information et mise en vente. Alors, grand 2, on a le contexte, donc 2.1, on a les problématiques et changements dans les structures françaises du secteur. Donc, en France, l'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux usées est une mission de service public opérée sous la responsabilité des collectivités locales. L'exploitation de ces services peut être opérée directement par la collectivité ou les collectivités concernées. Cette gestion peut aussi être indirecte et réalisée par un tiers dans le cadre d'une délégation de services publics qu'on appelle DSP. Alors, petit 6, ces délégations peuvent être des concessions, des affermages ou des régies intéressées. On a un petit commentaire, donc parmi les entités ayant rapporté des événements de sécurité à l'ANSSI, 64% sont des entités publiques dont le statut juridique est très hétérogène. Donc ça peut être établissement public, de coopération intercommunale qu'on appelle les EPCI, sans fiscalité propre, des syndicats mixtes, établissements publics administratifs, donc les EPA, établissements publics industriels et commercial qu'on appelle EPC, etc. Cette prépondérance du secteur public est à mettre en perspective avec le mode de gestion de l'eau en France qui est de la responsabilité légale des collectivités locales. En 2021, on a 32% des services d'eau potable étaient gérés par les DSP, donc les délégations de services publics, et approvisionnait près de 60% de la population française, avec une concentration de la majorité des activités par 3 entreprises privées, qui étaient Veolia, Suez et La Sor. Et seulement 25% des services d'assainissement collectif étaient gérés par les DSP, donc délégations de services publics, et représentaient 40% de la population. Pour l'eau potable ou l'assainissement collectif, la taille moyenne d'un service de délégation est donc plus importante que celle du service en régie. L'hétérogénéité de ces acteurs se reflète sur le niveau de sécurité des systèmes d'information. Alors là, on a une recommandation. Donc, il est recommandé d'intégrer directement les enjeux de sécurité informatique au contrat de délégation
de services publics, notamment dans la clause opposable qui peuvent faire l'objet de pénalités ou d'obligations de correction. Donc là, on a un petit A. Donc un ensemble de clauses de type à base d'exigences de sécurité sont disponibles dans le guide externalisation et de la sécurité des systèmes d'information. Un transfert de compétences en eau et assainissement des communes vers les établissements publics de la coopération intercommunale, donc les EPCI, est fixé à partir au 1er janvier 2026. La moitié des intercommunalités à ce jour compétentes sur la production d'eau potable et d'assainissement collectif. Donc là, on a un petit commentaire. Donc on dit que les interconnexions réseau réalisées dans le cadre de ces intercommunalités peuvent générer une augmentation des impacts en cas d'attaque informatique. Alors oui, c'est normal, hein, ils sont interconnectés. Les difficultés de gouvernance en multipartie et la dilution potentielle de la responsabilité sont d'autres problématiques engendrées par ce transfert de compétences. Les financements du secteur proviennent majoritairement du système de redevance et nécessitent d'équilibrer les budgets entre les recettes et les dépenses. Le plan eau établi en 2023 est axé sur la réduction de la consommation, la réutilisation des eaux usées dans la lutte contre les fuites et la modernisation du réseau. Il y a eu des financements supplémentaires ont été dédiés aux agences de l'eau pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable, mais également pour la mise aux normes des stations d'épuration ou la mise en place de gouvernance. Petit commentaire, la nécessité d'investir dans le renouvellement des infrastructures d'acheminement devrait être associée à l'investissement nécessaire en matière de sécurité informatique. De plus, la délégation du service public qui ne donne pas la propriété des infrastructures aux opérateurs peut être un frein à l'investissement sur le long terme pour la sécurisation des systèmes, en particulièrement des technologies opérationnelles. Opérationnelles, technologies, qu'on va appeler OT. Donc OT. 2.2. Des infrastructures vulnérables. Le contexte opérationnel du secteur de l'eau en fait un environnement vulnérable et présentant des opportunités d'agir sur le secteur malveillant en cas d'absence de sécurité informatique appropriée. La télégestion est fortement employée pour optimiser la maintenance des différentes infrastructures physiques et réparties sur le territoire. Si elle n'est pas accompagnée d'efforts de sécurisation, elle peut conduire à une exposition directe d'interfaces, de métiers, d'équipements industriels ou d'interfaces d'administration d'équipements périphériques. À ce titre, les intégrateurs des systèmes de contrôle industriel, donc Industrial Control System, donc qu'on appelle les ICS, doivent allier la réalité du terrain et des utilisateurs d'une part et la sécurité d'un système d'information d'autre part. La disparité du budget alloué à la sécurité informatique en fonction des acteurs et de l'obsolescence des équipements complique le cloisonnement entre les différentes infrastructures et la mise en place de mesures de sécurité. On a une petite recommandation. Donc, il est recommandé de mettre en place une gouvernance informatique et une approche par les risques industriels et métiers. Une analyse prenant en compte 3 risques majeurs. Décompromisation des équipements OT, donc opération technologie est nécessaire. Donc l'accès d'un attaquant aux équipements des terrains d'un site non surveillé, donc premier point. Donc deuxième point, une compromisation depuis l'internet des acteurs exploitant la porosité des systèmes, des informations technologie et opérations technologie, et des pratiques d'administration inadaptées. De plus, les besoins et les contraintes particuliers à la technologie opérationnelle, notamment le temps de réponse et le volume d'échange, ont mené à un nombre élevé et une hétérogénéité de protocoles utilisés par des systèmes de contrôle industriels. Alors, on a un petit fait. Donc, on a observé dans le secteur de l'eau et pour illustrer de nombreux vecteurs déjà disponibles pour les acteurs malveillants. Donc, on a des protocoles tels que le Modbus ou le SCCOM, spécifiques au ICS, présentant souvent une sécurité faible avec l'accent de chiffrement et d'authentification. Pas mal d'anciens protocoles non sécurisés. On a un commentaire, donc l'exploitation de vulnérabilités complexes sur les systèmes de contrôle industriel est peu observée dans le secteur de l'eau et pourrait illustrer les nombreux vecteurs déjà disponibles pour les acteurs malveillants. On a des recommandations. Il est recommandé de mettre en œuvre des protocoles sécurisés au sein des systèmes industriels. Ces protocoles doivent mettre l'authentification du client secondaire auprès du serveur primaire, l'intégrité des communications entre les équipements indépendants de leur rôle client secondaire ou serveur primaire. Il est possible d'utiliser les OPC UA, donc avec une
authentification est configurée en mode sign out et sign and encrypt en fonction du besoin. D'encapsuler les protocoles industriels dans les tunnels IPsec ou le TLS. Cette recommandation vient en complément des mesures de sécurité périmétriques des ICS et participe en profondeur, et elle est d'autant plus critique dans le secteur de l'eau que dans les communications industrielles sont plus à même de traverser des réseaux non maîtrisés, réseaux opérateurs. Donc on a le petit a pour l'ICS, se référencer au guide de la cybersécurité des systèmes industriels. Donc ça vous pouvez trouver sur le site de ANSSI. Si la transformation numérique du secteur et l'adoption d'Internet des objets, donc Internet of Things, donc IoT, vise à contrôler la réduction des consommations et à mieux lutter contre les fuites, ces systèmes restent fragiles, vulnérables et faciles, perturbables, ou le security by design est trop rarement mis en œuvre. L'intégration de nouvelles technologies telles que le cloud, l'IoT ou les traitements statistiques et la systématisation des interconnexions avec des systèmes d'information bureautiques tiers augmentent les positions des ICS et notamment aux menaces présentes dans les réseaux IT. Or, ces réseaux ICS sont des systèmes d'exploitation rarement mis à jour pour préserver le processus industriel de toute rupture d'activité et sont souvent obsolètes. 2.3, une ressource sensible. Donc d'ici 2030, selon les projections de la Banque mondiale, la demande en eau pourrait être supérieure de 40% aux disponibilités de la planète. Aujourd'hui, la diagonale de la soif s'étend du Maroc du Nord-Est et de la Chine en passant par le Moyen et Proche-Orient. Un accroissement des conflits et des foyers de tension liés à l'eau est observé depuis plusieurs années concernant, entre autres, les fleuves transfrontaliers. L'eau peut être une cible stratégique en cas de conflit. Ce levier a été employé dans le cadre de la guerre en Ukraine et du conflit entre l'Israël et le Hamas par la destruction physique d'infrastructures critiques, telles que des sites de production, d'assainissement ou d'approvisionnement en eau, mais est également un barrage, de barrages. Des attaques informatiques à des fins de sabotage restent à ce jour à la marge sur le secteur de l'eau, mais peuvent intervenir en appui d'opérations cinétiques. Donc on a un petit commentaire. Donc aujourd'hui, la France ne fait pas face à de tels risques de détresse hydrique, mais plus de 100 bassins versants connaissent des tensions structurelles. La criticité de ce secteur et de son importance vitale peuvent en faire une cible pour la déstabilisation. De plus, des acteurs privés du secteur de l'eau sont largement implémentés à l'international dans les régions où l'eau est facteur de tension. Leur présence dans des zones à forte stress hydrique, mais également leur volonté d'exposition sur certains marchés, pourrait faire d'eux des cibles d'action et de déstabilisation ou d'espionnage. Grand 3, menaces ciblant le secteur de l'eau. Donc en 2021 et août 2024, l'ANSSI a traité 31 compromissions liées à des entités du secteur de la gestion de l'eau. Si aucune augmentation notable ne peut être observée sur la période, des changements d'acteurs ou d'intentions sont à noter en fonction des années. En effet, on a eu 12 accidents en 2023 qui étaient opérés par des acteurs aux motivations lucratives, tandis que 16 signalements en 2024. Donc on a un petit 8 et il nous dit événements de sécurité informatique avec faible impact sur le système d'information de la victime requérant une intervention minimum de l'agence. Majoritairement en mai et en juillet étaient liés à des menaces de revendication de DDoS, donc attaque denial service. Donc le déni service distribué est une action ayant pour effet d'empêcher ou de limiter fortement la capacité d'un système à fournir le service attendu par des groupes activistes dans le contexte particulier des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 3.1. Attaque informatique à des fins lucratives. En 2023 et 2024, le secteur de l'eau a été victime de plusieurs attaques informatiques opérées par des cybercriminels aux motivations financières, qui reste la première menace identifiée en termes du nombre d'attaques à l'encontre du petit cycle de l'eau. Depuis 2019, la double extorsion par le déploiement d'un rançon logiciel d'une part et la menace de divulgation de données d'autre part est la technique la plus utilisée par les groupes de cybercriminels. De plus, il y a une professionnalisation de l'écosystème cybercriminel qui a entraîné une séparation des différentes tâches.
Alors, petit 10, certaines obtiennent des accès initiaux, d'autres fournissent à l'infrastructure ou encore développent et maintiennent le code malveillant ou les souches de rançon logicielle. Entre les acteurs et une industrialisation des compromisations. Le secteur de l'eau, par ses nombreuses possibilités de vecteurs initiaux, est fréquemment une cible opportuniste pour ces groupes. Plusieurs groupes cybercriminels ont ciblé le secteur de l'eau. En avril 2024, on a le système d'information d'une commune française a été chiffré par le biais d'un rançon logiciel qui est Babuc. De nombreux services considérés comme critiques ont été affectés, incluant la gestion de l'eau. Si la distribution de l'eau demeurait possible, sa facturation ainsi que le pilotage de sa production, c'est-à-dire la supervision de la distribution et la téléintervention étaient inopérantes. En réaction, la commune a adopté un mode de fonctionnement dégradé permettant d'assurer la continuité du service. Une entité américaine de la société Veolia a été ciblée par rançon logiciel en janvier 2024. La société a préféré mettre ses services de sauvegarde et ses serveurs hors ligne en prévention, perturbant ainsi la possibilité de paiement des clients. La compagnie d'aménagement du Baronne et du Languedoc, donc le BRL, a été chiffrée par le rançon logiciel Logbyte 3.0 en mars 2023. Le syndicat mixte départemental d'eau d'assainissement de l'Ariège, donc la SMDEA, a été ciblé par le rançon logiciel Killing en mai 2023. En 2023, une entreprise en charge de l'aménagement des ouvrages hydrauliques a été victime du rançon logiciel Eibar qui aurait rendu inopérant son système d'information. Lors de la compromisation de l'Office d'équipement hydraulique en Corse en 2022, la partie bureautique, c'est-à-dire la gestion clientèle, l'accueil et la facturation, aurait été touchée. En 2022, la préfecture d'une collectivité d'outre-mer a signalé la compromisation et le chiffrement d'un syndicat des eaux par le rançon logiciel Logbyte. Le syndicat en charge de l'eau et de l'assainissement avait donc confié l'exploitation de ses services à deux sociétés. Son SI demeurait ainsi indépendant des délégataires et aucun impact sur la distribution n'a donc été constaté. On a un petit commentaire. Donc les impacts des accidents infectant une entité du secteur de la gestion d'eau, dont à minima une dizaine de collectivités territoriales, locales, portent principalement sur le service administratif, en particulier la facturation de l'eau, le pilotage, la supervision, la distribution de l'eau ou l'assainissement des eaux usées. De manière plus rare, des activités particulièrement sensibles peuvent être affectées, telles que le contrôle de la qualité de l'eau. Le montant des rançons demandées lors de ces attaques informatiques n'est désormais plus publié sur les sites de divulgation des données. Donc on a un petit 11. Ces sites sont également appelés DLS, donc Data Leak Sites, des groupes de rançon logiciel. Les cybercriminels déterminent aujourd'hui ces montants en fonction de critères comme la taille des entités et de leur chiffre d'affaires quand celui-ci est public. Une étude de l'éditeur de sécurité Sophos indique que la rançon demandée aurait augmenté cette dernière année pour le secteur de l'eau et de l'énergie pour atteindre 2,5 millions de dollars américains en moyenne en 2024. Donc là, on a un petit commentaire. Dans de nombreux cas, le coût de la première étape d'un programme de sécurisation serait donc bien inférieur au montant des rançons demandées et de la remédiation. Les vecteurs initiaux de compromisation sont principalement le vol ou l'achat d'identifiants et l'exploitation de vulnérabilités. Pour deux compromisations précédemment mentionnées, les attaquants ont eu des accès à des passerelles VPN. Donc passerelle VPN fait des Virtual Private Network, interconnexion des réseaux locaux via une technique de tunnel sécurisé ou non, généralement à travers Internet, dont l'un était un compte légitime d'un prestataire. Donc là, on a la recommandation. Donc, il est recommandé de prendre en compte la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement, en particulier les accès de prestations entre les SI industriels et la mise à disposition de postes dédiés pour les prestataires de maintenance est un exemple de sécurisation. Une procédure de gestion des outils de maintenance de prestataires est également recommandée. Des campagnes d'hameçonnage peuvent être également mises en œuvre par des cybercriminels. Une campagne de déploiement, le code malveillant Picabot a été détecté
dans un syndicat en charge de l'assainissement où plus de 300 postes auraient été affectés. Ce code est notamment employé en amont du déploiement d'un rançon logiciel et en 2021, lors de 2 accidents aux États-Unis, des acteurs malveillants ont récupéré des identifiants de TeamViewer d'un employé et ont tenté de supprimer le programme utilisé pour traiter l'eau potable pour l'un en Californie et de modifier le niveau d'hydroxyde de sodium. Alors l'hydroxyde de sodium c'est de la soude, c'est pour réguler le pH de l'eau. Pour l'autre en Floride. Commentaire. Les motivations de ces 2 attaques restent inconnues, mais témoignent de la facilité d'accès à des tels identifiants de logiciels de contrôle à distance qui peuvent être compromis par l'attaquant ou achetés auprès des fournisseurs. L'usage massif de télégestion dans le secteur de l'eau participe à son ciblage important. En 2021, les stations d'assainissement d'Oloron de Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques ont été victimes d'un rançon logiciel à la suite de l'exploitation d'une faille dans un logiciel de supervision après le déploiement d'un rançon logiciel. Une partie des données ont été détruites par les cybercriminels et qui n'ont cependant pas pris le contrôle de la station d'assainissement. Donc là, on a un petit commentaire. Les attaques opérées par les cybercriminels sur le secteur de l'eau ont à ce jour affecté l'IT et rarement l'OIT. Donc c'est plus souvent la partie information technologique que l'information industrielle qui est touchée. Malgré le peu de données sensibles traitées par les possibilités de continuer les opérations manuelles, 2 facteurs pouvant réduire la pression exercée sur les victimes de payer la rançon, le secteur de l'eau reste une cible opportuniste des groupes de cybercriminels. On a le 3.2, donc attaque informatique à des fins de déstabilisation. Dans le cadre d'attaques informatiques, la déstabilisation peut se matérialiser sous la forme d'attaques par déni de service, donc des DOS, de divulgation d'informations associées ou non à des campagnes informationnelles ou par des sabotages informatiques. Ces opérations sont menées par différents types activistes, étatiques, employés ou ex-employés. Donc le 3.2.1, donc activistes. Des campagnes de sabotage peuvent être menées à des fins de déstabilisation par des modes opératoires réputés étatiques sous une couverture activiste, par des groupes soutenus par des États ou des groupes d'activistes indépendants. Même si les capacités de ces groupes restent faibles, le secteur ciblé et leur potentielle affiliation à des États entraînent une forte médiatisation de ces attaques. En novembre 2023, le groupe activiste Cyber Avengers a attaqué l'Israël en ciblant des automates de fabrication israéliens Unitronic employés dans le système d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées et d'autres secteurs comme l'énergie, l'alimentation, la manufacture de boissons et de santé à travers le monde. Selon la CISA, donc on appelle la CISA, c'est la Cyber Security and Infrastructure Security Agency, donc l'agence fédérale américaine. Ce groupe activiste anti-israélien serait opéré par le corps des gardiens de la révolution islamique iranienne et revendique des attaques contre les systèmes critiques depuis 2020. Dans cette campagne, plusieurs faiblesses sur les infrastructures ont été exploitées par les attaquants, telles que l'exposition directe de l'automate sur Internet et l'utilisation d'un mot de passe administrateur par les défauts présents dans le système tel qu'il est fourni par les fabricants. Différentes entités dans le monde utilisant ces automates ont été victimes de l'attaque informatique. Les attaquants ont pu prendre le contrôle des stations de pompage qui desservaient 2 châteaux d'eau dans la municipalité d'Aliquipa en Pennsylvanie et défigurer une interface homme-machine. L'attaque aurait touché le comté de Mayo en Irlande où près de 160 maisons ont été privées d'eau pendant 48 heures. Différentes usines de production d'eau et de brasserie en Roumanie, en République tchèque et aux États-Unis. Donc là, on a un petit commentaire. Par ses conséquences, aux États-Unis et en Europe, alors que la cible initiale était israélienne, cet accident témoigne de l'ampleur du ciblage géographique que peut avoir une attaque quand un équipement spécifique est ciblé. On a des recommandations. Donc ici, il est recommandé de limiter les surfaces d'exposition aux attaquants en effectuant un durcissement des configurations des automates quand cela est possible. En particulier, seuls le logiciel, les services, les protocoles nécessaires doivent être installés ou activés
les protocoles et fonctionnalités vulnérables et non sécurisés tels que le FTP, le Telnet, l'HTTP, etc. doivent être désactivés systématiquement. Les modes de configuration et de programmation à distance sur les installations critiques peuvent être définis par exemple par un commutateur ou une clé physique sur le CPU pour les automates, doivent être désactivés ou positionnés en lecture seule. En mars 2024, le groupe activiste pro-palestinien Andala Actim a revendiqué la compromisation et l'exfiltration de 79 gigaoctets de données d'un système d'information appartenant à une société de traitement des eaux israélienne spécialisée dans la désalinisation, apparue en décembre 2023 en réponse au conflit entre l'Israël et le Hamas. Ce groupe s'oppose en défenseur de la Palestine et cible majoritairement des organisations israéliennes. Son mode opératoire repose sur la divulgation de données exfiltrées, parfois associées à l'utilisation d'un rançon logiciel. En 2024, le groupe Cyber Army of Russia, donc Reborn, donc CARR, a pu reprendre le contrôle de plusieurs interfaces homme-machine dans la production ou l'assainissement d'eau aux États-Unis, en Pologne et en France. La manipulation des machines a notamment engendré le débordement d'un réservoir à Mulcho, au Texas. Les nombreuses manipulations aléatoires opérées par les attaquants suggèrent que leur connaissance sur l'OT, donc Operating Technology, est relativement faible. On a un petit commentaire. Malgré les faibles capacités nécessaires pour prendre le contrôle d'une interface homme-machine non sécurisée, une manipulation intempestive d'un équipement, notamment en forçant la marche et l'arrêt, pourrait rapidement le mettre hors d'usage et avoir un impact conséquent sur les opérations de la victime. Le 2 mars 2024, le groupe a revendiqué la prise de contrôle à distance de la centrale hydroélectrique de Courlon-sur-Yonne, dans le département de l'Yonne, en France. La compromission concernait en réalité un logiciel de contrôle de moulin de Courlandon, une installation de petite taille, opéré par un particulier dans le département de la Marne, sans incidence sur les installations du moulin, ni pour les habitants. Alors, le 21 juin, le groupe a revendiqué la prise de contrôle à distance d'une usine de traitement des eaux de la ville de Diteino, en Italie. Cette attaque était, d'après le groupe, une préparation à des campagnes contre des entités opérant sur la scène dans le but de perturber la cérémonie d'ouverture et certaines épreuves des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Cependant, aucune attaque revendiquée par ce groupe n'a été relevée sur des infrastructures de l'eau en France durant la période de l'événement. On a un commentaire qui nous dit le ciblage de plusieurs entités du secteur du petit cycle de l'eau ou pouvant être apparentés au secteur de l'eau de manière plus globale s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu où des acteurs cherchaient à tirer profit de la médiatisation des Jeux olympiques et paralympiques à des fins de déstabilisation. On a une recommandation qui nous dit que les interfaces des équipements SCADA ne doivent pas être exposés sur Internet. Si les contraintes techniques ou opérationnelles ne le permettent pas, il est recommandé de forcer l'accès aux équipements à travers des passerelles d'interconnexion dédiées tels qu'un boîtier de pare-feu industriel, mettre en place des mots de passe robustes et activer dans les mesures du possible les options d'authentification à multiples facteurs. Pour les connexions à partir du poste nomade, mettre en place des tunnels chiffrés, donc de type IPsec ou TLS version 1.3. L'utilisation d'un logiciel d'accès maintenu à jour par son éditeur et dans la version la plus récente est recommandée en effectuant des mises à jour régulières afin de bénéficier des correctifs de sécurité publiés. Selon l'éditeur de sécurité informatique mondial, le groupe CARR, donc CARR, serait soutenu voire orienté par l'unité 74 455 du GRU, le service de renseignement militaire de la Fédération de Russie. Cette affiliation ne peut cependant pas être confirmée par l'ANSSI. En décembre 2023, un groupe d'activistes pro-ukrainiens nommé Blackjack aurait mené une attaque sur les infrastructures IT de Roscoe-Canal, donc un fournisseur d'eau privée en Russie, afin de perturber ses opérations. Les attaquants auraient revendiqué avoir chiffré plus de 6000 ordinateurs et supprimé plus de 50 teraoctets de données, incluant la documentation interne et les copies de sauvegarde.
On a un commentaire. Les campagnes de déstabilisation opérées par des groupes activistes sont des ressources à faible capacité technique qui peuvent avoir des forts impacts réputationnels et opérationnels. Ces opérations mettent en lumière des faiblesses dans les infrastructures d'autres États et visent à altérer la confiance de la population dans un secteur d'importance vitale en pratiquant la désinformation sur les conséquences réelles de l'attaque. On a le 3.2.2, donc ciblage par des modes opératoires d'attaque réputés étatiques. Dans le cadre de l'invasion en Ukraine par la Russie, des campagnes de sabotage sur les infrastructures du secteur de l'eau ont été menées en appui des opérations militaires dans le terrain. En 2024, donc en mars 2024, les opérateurs du mode opératoire d'attaque, qu'on appelle opérateurs du mode opératoire simplifié par MOA, réputé russe Sandstorm, aurait visé environ 20 entreprises ukrainiennes spécialisées dans l'approvisionnement en énergie, en eau et en chaleur. Localisées dans 10 régions de l'Ukraine, l'objectif de ces attaques était de perturber le fonctionnement des ICS, des entités ciblées. Pour au moins 3 de ces compromisations de l'attaque auraient obtenu des accès au système informatisé, donc OSI, ciblés grâce à l'installation de logiciels spécialisés qui contenaient des vulnérabilités ou un accès permanent de prestataires sur des équipements visant à fournir de l'assistance. Pour l'accès à certains systèmes d'information, les attaquants auraient privilégié l'utilisation de comptes légitimes d'employés. 2 facteurs auraient facilité l'attaque. Donc, premièrement, une segmentation incorrecte des serveurs hébergeant les logiciels spécialisés des fournisseurs conçus pour l'automatisation et la gestion des processus avec une absence de limitation d'accès depuis et vers l'Internet et en manque d'isolation de ces serveurs par rapport au reste de l'infrastructure des ICS à laquelle ils appartenaient. Et une certaine négligence des éditeurs de logiciels dans le revue de code et la présence de vulnérabilités permettant l'exécution du code arbitraire à distance. Donc là, on a des recommandations. Donc, lors du renouvellement des équipements d'un établissement ou d'une nouvelle construction, il est recommandé de mettre en œuvre les équipements faisant l'objet d'une qualification, d'une certification ou d'un visa de sécurité de l'ANSSI et de choisir des prestataires de confiance afin de réduire les risques d'introduction de portes dérobées dans les cadres d'attaque sur la chaîne d'approvisionnement. On a le 3.2.3, donc l'attaquant interne. Les tentatives de sabotage peuvent émaner de malveillance interne, c'est-à-dire des employés, des anciens employés, des fournisseurs ou anciens fournisseurs de l'entité. En août 2007, un ancien employé d'un petit réseau de canaux en Californie disposant encore de ses droits d'accès au site a été accusé d'avoir installé un logiciel non autorisé sur un ordinateur utilisé pour dériver l'eau de la rivière à Sacramento à des fins d'irrigation. Cette installation a endommagé un ordinateur qui faisait partie du système SCADA. Donc un petit 14 qui nous dit que le système de contrôle et d'acquisition de données, c'est ce que ça veut dire SCADA. En mars 2019, un employé de la poste Rock Rural Weather District aux États-Unis aurait volontairement arrêté le processus de nettoyage et de désinfection au sein de l'usine. Donc, on a des recommandations. Donc, il est recommandé d'établir, de documenter et de tenir à jour la cartographie des droits et des accès, en particulier en appliquant une politique d'attribution des droits suivant le principe du moindre privilège, basé sur les contrôles des utilisateurs. Donc, c'est le Role Based Access Control, RBAC, couplé à une authentification des utilisateurs. Il est également recommandé de sensibiliser les responsables des automates à la sécurité informatique. On a le 3.3, donc attaque informatique à des fins de prépositionnement. Alors, les modes opératoires réputés étatiques ont recours au prépositionnement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ceci? Ça veut dire que le prépositionnement sur un réseau par un mode opératoire d'attaque est le dépôt ou le maintien d'accès à des outils malveillants dans un système d'information en vue de mener des actions ultérieures. En cas de hausse de tension dans les cadres d'un conflit, donc après le déclenchement d'opération, l'état final recherché peut évoluer en fonction du contexte, souvent géopolitique. En 2020, les autorités allemandes ont publié une alerte sur une campagne attribuée aux opérateurs du MOA, réputé russe Bersekbir,
attribué en source ouverte au service du renseignement intérieur russe FSB contre les infrastructures critiques du pays, notamment du secteur de l'eau. Le MOA était actif sur le système d'information depuis plusieurs années et aurait réussi à compromettre les systèmes par la chaîne d'approvisionnement. Ils auraient tenté de dérober les informations et de gagner des accès sur le système industriel de ses victimes. On a un petit commentaire, il dit que le ciblage d'entités du secteur de l'eau au moyen du MOA à Berkshire entre dans la continuité d'opérations dirigées contre des ICS. En effet, le MOA avait déjà ciblé des entreprises du secteur de l'énergie en Allemagne et aux États-Unis en 2018. Le ciblage ICS par les secteurs réputés étatiques, contrairement aux acteurs cybercriminels, témoigne de leur niveau de sophistication et de leur objectif de cibler des infrastructures industrielles voire. En mai 2023, les autorités américaines ont imputé une attaque visant des infrastructures critiques liées au réseau électrique, aux communications et aux fournisseurs d'eau potable sur les bases américaines et à l'étranger aux opérateurs du MOA Volt Typhoon, un mode opératoire qui pourrait être associé à l'armée populaire de la libération, donc APL chinoise, selon le New York Times. Ces attaques qui ont ciblé des infrastructures communes aux installations militaires et civiles auraient pu atteindre les entreprises et les foyers américains. Selon les autorités, cette présence sur les réseaux constituait un prépositionnement stratégique en cas de conflit armé avec Taïwan afin d'entraver ou de retarder les mouvements de troupes américaines en désorganisant les pouvoirs publics par une attaque informatique majeure. Cette opération souligne une évolution possible des finalités des modes opératoires chinois qui pourraient désormais mener des opérations de sabotage. Dans cette campagne, les attaquants auraient cherché à se positionner sur les réseaux bureautiques afin de mener des attaques destructives sur les infrastructures américaines en se propageant vers les systèmes de contrôle industriel. Le vecteur initial de cette opération serait l'exploitation de vulnérabilités jour 0, donc 0 day, sur des équipements exposés sur Internet tels que le routeur, des VPN ou des pare-feux. À la suite de compromisation d'un acteur du petit cycle de l'eau, les opérateurs de ce MOA seraient parvenus à accéder au SI, le système informatisé, grâce à des authentifiants d'un compte VPN et à accéder à différents serveurs pendant une période de 9 mois. Alors, petit 16, ce mouvement latéral aurait été effectué sur un serveur de fichiers, un contrôleur de domaine Active Directory et des serveurs de Oracle Management Server et VMware et vCenter. La récupération d'authentification ou d'authentifiants obtenus depuis le contrôle du domaine Active Directory leur aurait permis d'opérer des recherches, des collectes et les filtrations sur le serveur de fichiers. Enfin, le positionnement adjacent à l'infrastructure OT d'un serveur VMware vCenter a facilité l'énumération des sessions existantes à l'aide d'applications PuTTY. Alors PuTTY, c'est un outil permettant d'effectuer des connexions à distance sur des serveurs en utilisant certains protocoles comme SSH, Telnet et Airlogin, et ainsi l'obtention des accès à certains profils critiques pour les usines de traitement des eaux. Alors on a un petit commentaire, on dit que le ciblage du secteur de l'eau intervient généralement dans des campagnes visant au même titre que le secteur de l'énergie, l'importance vitale, le risque systémique mais aussi problématique, technique similaire pour expliquer que les mêmes acteurs réputés étatiques ciblent ces deux secteurs. Alors ici on a la recommandation, donc afin de circonscrire la latérisation d'un attaquant, il est recommandé de limiter le nombre d'interconnexions des ICS vers les réseaux tiers, donc IT ou OT, partenaires, et de les sécuriser à l'aide d'une zone démilitarisée, donc les DMZ dédiés. Mettre en œuvre des passerelles sécurisées unidirectionnelles, donc montantes et descendantes, avec rupture protocolaire. De cloisonner les systèmes et les sous-systèmes de l'ICS et de les filtrer les communications entre ces derniers. Le filtrage des flux internes à l'ICS doit être effectué par un pare-feu dédié à cet usage. Mettre en place au sein des systèmes géographiques répartis une architecture de type Hub on Spot. Donc Hub on Spot, c'est appelé également réseau en étoile. Cette architecture comprend un point de connexion central qui peut atteindre les terminaisons situées à la périphérie. Enfin, il est également recommandé de mettre en œuvre des sondes de surveillance sur le trafic des réseaux OT et sur les interfaces IT-OT
afin d'aider à détecter les phases de reconnaissance des attaquants. Des visites physiques et des audits peuvent permettre de détecter des implants. 3.4. Attaque informatique à des fins d'espionnage. Alors, les motivations des opérations d'espionnage informatique menées par des acteurs réputés étatiques peuvent être diverses. Dans le secteur de l'eau, le ciblage de pays d'une même région peut permettre de connaître les ressources en eau des pays limitrophes, surtout dans les régions sujettes au stress hydrique et en particulier pour les pays ayant des fleuves transfrontaliers. Une campagne d'hameçonnage ciblant des organisations du secteur de la diplomatie, mais aussi des infrastructures du secteur de l'eau de la Turquie et de l'Ouzbékistan, illustre le ciblage de ce secteur. Si cette campagne n'a pas été imputée à un MOA, des articles ont attribué à une campagne similaire aux opérations de Tomiris. Les opérateurs de ce MOA mènent des campagnes d'espionnage en Asie centrale. Les sociétés françaises peuvent être ciblées en raison de leur implantation dans une zone de conflit entre deux pays. Celles-ci sont ainsi susceptibles de devenir des vecteurs d'entrée pour des actions de surveillance ou de déstabilisation. La filiale d'une entité française du secteur de l'eau aurait été la cible d'opérations d'un MOA réputé chinois. Après avoir compromis une entreprise de télécommunications, les attaquants auraient employé un accès VPN d'une société en charge de la télémaintenance pour accéder à un serveur interne de l'entité chargée de la gestion de l'eau. Au cours de cette campagne, les opérateurs de ce MOA auraient ciblé plusieurs entités stratégiques localisées dans la même zone géographique, mais apparemment à des secteurs différents. On a un petit commentaire qui nous dit que les campagnes d'espionnage informatique ciblant le secteur de l'eau restent peu fréquentes. À ce jour, ces campagnes ne semblent pas chercher à récupérer les secrets industriels d'entreprises employant des technologies avancées. Le ciblage de ces secteurs semble intervenir dans des campagnes de ciblage global d'une zone géographique, et ces campagnes pourraient servir pour de la collecte d'informations, de la surveillance ou du prépositionnement. Donc là, on a quelques recommandations. Donc, il est recommandé de mettre en place une gouvernance informatique et une approche par les risques commerciaux. Une analyse de risque est nécessaire pour s'assurer que les données sensibles commerciales ou relatives à des secrets industriels sont bien identifiées et sécurisées. Et on arrivait à la fin de l'article. Et si vous voulez voir plus d'informations sur les références, vous pouvez les voir en téléchargeant sur le CERT, le CERTFR-2004. CTI-011.pdf. J'espère que vous avez aimé ce podcast et n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour que j'ai des retours.